20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite les titres de cette édition. 12 ans après le naufrage du bateau le Joola qui a causé la mort de près de 1900 personnes, le verdict de la justice française tombe. C'est un non-lieu qui a été ordonné, un non-lieu qui fâche les familles, mais dont l'avocat des familles des victimes, Maître El Hadji Diouf, se réjouit. Vous l'entendrez dans ce journal. Le vol d'électricité, un délit qui cause une perte de 9% sur le chiffre d'affaires de Sénélec. Des fraudes qui paradoxalement sont aussi constatées au niveau des quartiers et des industriels qui ont les moyens de payer leurs factures. Mais alors pourquoi ne le font-ils pas? Les réponses dans ce journal. Rapport Doing Business, 17 places de gagné pour le Sénégal, désormais à la 161e place. Notre pays figure également parmi les meilleurs élèves de la classe dans la zone UEMOA. Des performances réalisées grâce au PSE selon le patron du gouvernement. Et puis, le dossier du jour nous intéresse à la montée de tension au sein des jeunes de l'APR. Une tension causée par le renouvellement du bureau de la COJER. Dans ce journal, le décryptage des analystes politiques. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. 12 ans après le naufrage du bateau le Joola qui a causé la mort de près de 1900 personnes, la justice française a ordonné un non-lieu suivant ainsi les réquisitions du parquet d'Ivry. Les juges d'instruction français parlent de dispositions internationales, une décision logique sur le plan pénal selon Maître Baba Diop, avocat à la cour. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. 12 ans après le naufrage du bateau le Joola, la justice française tranche un non-lieu longtemps souhaité, selon ce juriste. Et cette enquête pénale en 2003 avait conclu au classement de l'affaire parce que simplement la seule responsabilité pénale qui était retenue était celle du commandant. Et comme ce commandant avait péri à bord dans ce naufrage, donc conformément au code de procédure pénale, l'action était du coup éteinte. Cette décision était attendue depuis 2011, mais n'est-ce pas trop tard? C'est en 2008 qu'en fin de compte des autorités sénégalaises ont été inculpées parce que justement le juge a eu des éléments à charge qui lui ont permis de les inculper. Mais en fin de compte, il fallait prendre en considération tout ce qui a existé au Sénégal et en France. Maître Baba Diop revient largement sur ce cas. Le non-lieu, c'est lorsque le juge d'instruction estime qu'il ne peut pas poursuivre davantage. Soit parce que, comme je l'ai dit, il y a une cause qui a fait que l'action ne peut pas se poursuivre, comme par exemple l'extinction de l'action pénale, ou bien par exemple le respect des dispositions internationales, parce que simplement il y a une décision qui, à mon avis, doit être respectée par le juge, donc qui ne peut pas poursuivre, ou bien le juge estime en fin de compte qu'il n'y a pas suffisamment de charges contre les personnes inculpées. Serait-ce le verdict final? Certaines autorités pensent que c'est le meilleur moyen de raffermir les liens entre le Sénégal et la France. En janvier 2010, la justice française annulait les mandats d'arrêt visant Mame Madior Boye et Youga Sambou, Premier ministre et ministre des Forces armées au moment du naufrage. Les avocats de l'État avaient défendu ces autorités poursuivies en France. C'est le cas de Maître El Hadji Diouf qui se réjouit de la décision de la justice française qui a ordonné un non-lieu dans l'affaire du Joola. Ibrahima Kamara, Adamagueye. Les juges d'instruction français qui s'étaient chargés de faire la lumière sur le naufrage du bateau le Joola ont ordonné un non-lieu en raison des dispositifs internationaux qui les empêchent d'engager des poursuites. Le droit a été dit. Nous avons plaidé devant le juge d'Ivry, nous avons plaidé devant la chambre de l'instruction à Paris, jusqu'à la Cour de cassation, pour montrer que la France, notamment la justice française, ne pouvait pas juger cette affaire, qui relève de la compétence exclusive de la justice sénégalaise. Maître El Hadji Diouf, l'un des avocats qui défendait d'anciens ministres, parle du courage de Abdoulaye Wade. Il dit qu'il faut rendre un hommage. Il faut rendre hommage au président Abdoulaye Wade, qui à l'époque avait dit que cette action ne doit pas prospérer. C'est pour humilier l'Afrique, pour suivre des premiers ministres, d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres, leur décerner mandat d'arrêt. Les juges français n'osent pas le faire par rapport à des chefs de gouvernement européens.
C'est une forme d'impérialisme judiciaire. Et le président Wade a dit niet. Et il nous a constitués pour aller en France nous battre pour la dignité africaine. La justice sénégalaise avait déjà classé ce dossier en concluant à la seule responsabilité du commandant de bord disparu. Malgré tout, les violations délibérées des règles de prudence et de sécurité persistent au Sénégal. Et naturellement, du côté des familles des victimes, c'est l'indignation suite à la décision des juges français d'ordonner un non-lieu dans l'affaire du Joola. Selon Idrissa Diallo, la justice sénégalaise a failli dans la gestion de ce dossier. Pour le président du collectif des familles des victimes, c'est à l'État du Sénégal de gérer cette affaire. Il exige la réouverture du dossier Kodendiaï et Diafaraba. Le juge français a prononcé un non-lieu dans l'affaire du naufrage du bateau le Joola. Le président du collectif des familles des victimes parle de honte pour le Sénégal. Certains disent que le Sénégal a gagné. Le Sénégal a gagné avec la mort de 2000 de ses compatriotes et classé sans suite. C'est une honte pour ce pays. C'est une honte. J'ai honte aujourd'hui d'être Sénégalais. Je le dis à haute voix. Moi, je n'ai pas peur de ce que je dis. Que j'ai honte aujourd'hui que 2000 personnes meurent. Je me disais en son temps que si on avait jeté 2000 poulets en mer, les écologistes et autres allaient tout faire pour qu'il y ait un procès. Aujourd'hui, les nôtres ne peuvent pas être considérés moins que des poulets. Donc c'est pour cela que je dis que la bataille va reprendre. On est un peu déçus parce qu'on s'attendait à ce que la justice, le droit soit dit dans cette affaire du naufrage du Joola, que les gens sachent exactement ce qui s'est passé. Et bon, il en est ainsi, au niveau de la justice française, qui a caporalisé beaucoup d'espoir. Malgré cette décision du juge français, Idrissa Diallo estime que la justice française a fait mieux que celle sénégalaise dans ce dossier. Rendre hommage aux autorités judiciaires françaises d'avoir essayé de faire la lumière sur cette affaire. C'est un essai parce qu'ils ont connu de ce dossier. Une information judiciaire a été ouverte en France, ce que le Sénégal n'a pas fait. Ils ont été confrontés. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Ils ont dit qu'ils ont constaté des anomalies, des manquements dans beaucoup de choses. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, c'est parce que des accords internationaux ont fait qu'ils ne peuvent pas avancer. Le président du collectif des familles des victimes du Joola souligne par ailleurs que le combat ne s'arrête pas. La riposte va s'organiser pour la réouverture du dossier. La bataille va revenir encore au Sénégal parce que ça ne peut pas se passer comme ça, perte et profit comme ça pour des erreurs, des négligences des gens qui se disent autorités de ce pays. Non, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des humains comme nous. Le naufrage du Joola a fait près de 2000 morts. Idrissa Diallo plaide pour le renflouement du bateau car la mer ne peut constituer de cimetière pour leurs parents. Nous restons avec le collectif des familles des victimes du Joola. Idrissa Diallo accuse l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, d'être le principal responsable du naufrage. Tout à fait, Léa. Et le président du collectif ne mâche pas ses mots et déclare que l'ancien président de la République est en train de payer pour avoir mis en danger la vie de près de 2000 personnes. Nous propose de l'écouter toujours au micro de Kodendiaï. Lui qui était à l'origine de ça, qui a tout mélangé, aujourd'hui, son enfant est en justice. Lui commence à payer déjà. D'autres vont payer. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est Maître Abdoulaye Wade. C'est lui qui est au début et à la fin de nos problèmes. C'est lui qui a organisé tout ça. On se rappelle, c'est que les Sénégalais ont une courte mémoire. Abdoulaye Wade, en faisant son avion à 18 milliards, le bateau le Joola avait besoin de 500 millions. C'était la même période. Il n'a donné que 250 millions au bateau et il s'est occupé de son avion à coût de, pour certains, à 32 milliards. Mais est-ce que ça c'est sérieux? Aujourd'hui, vous avez vu le sort que Dieu l'a réservé et ils passeront tous par ça. Tous par ça. Ça, c'est ma conviction. Parce qu'il faut souffrir des gens pour rien. Elle peut être éteinte momentanément. Quand Abdoulaye Wade a été élu président de la République, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais ouvrir le dossier Mamadou Dia. C'est Mamadou Dia qui s'est opposé. Ce dossier peut être ouvert. Moi, aujourd'hui, je devenais président de la République. J'ouvre ce dossier. Qui va me l'empêcher? Et évidemment, à Ziguinchor, c'est tristesse et consternation chez les familles des victimes qui n'en reviennent toujours pas de cette décision de la justice française d'ordonner un non-lieu dans cette affaire. Boubacar Diassi. La française a ordonné le non-lieu dans le cadre de l'enquête sur le naufrage du bateau le Joola, une ordonnance qui met les familles sénégalaises dans tous leurs états. Ce non-lieu nous a fait très mal parce que quand même les familles avaient nourri beaucoup d'espoir sur la justice française et comme vous le savez c'est une justice de renommée. Nous avions confiance en cette justice. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'est trompé parce qu'on ne pensait jamais qu'il pouvait y avoir une justice à deux vitesses en France, surtout. Quand on parle de non-lieu pour un dossier aussi sensible, c'est très grave. Les familles sénégalaises des victimes du Joola
disent que cette décision ne les lie point. On ne peut pas avoir une catastrophe aussi grave que le Diola et qu'il n'y ait pas de responsable. Donc si aujourd'hui on nous dit qu'il y a un non-lieu par rapport à ce dossier, on dit même que c'est une violation des droits de l'homme. Tant qu'on sera là, tant qu'on sera en vie, on va continuer à lutter pour ce dossier. Nous comprenons aujourd'hui qu'il y a des intérêts macroéconomiques entre les deux États. Mais je dirais que la justice devait être au-delà de cet intérêt macroéconomique. Mais si ces intérêts priment sur la justice, ça c'est très grave. C'est pas ça qui va nous décourager. On est loin, c'est-à-dire c'est comme une goutte d'eau dans l'océan pour arrêter cet élan des familles de victimes. Conscientes de leur impuissance par rapport à la puissance publique, elles préfèrent donner du temps au temps. Le temps reste le principal allié des familles de victimes. Aujourd'hui, François Hollande est président, Macky Sall est président au Sénégal, les deux vont partir et d'autres vont venir. Et certainement, ceux qui vont venir auront d'autres idées par rapport au dossier. Ils seront imbus de cette justice que les familles ont réclamée depuis 12 ans. Donc, quel que soit ce qu'ils feront, ils perdent leur temps, personne ne peut arrêter cette injustice. Cette ordonnance de non-lieu de la justice française intervient un mois après la commémoration à Ziguinchor du 12e anniversaire du Diola. Et cette décision de la justice française d'ordonner un non-lieu dans l'affaire du bateau le Diola, qu'en pensent les citoyens sénégalais? Eh bien, interrogés par nos reporters, certains estiment que c'est parce que l'accident ne s'est tout bonnement pas produit chez eux que les juges français ont ordonné un non-lieu. Ndaïmbosessi à Damagay. Bateau le Diola, un non-lieu. Les juges d'instruction français en charge du dossier ont pris cette décision. Les avis des Sénégalais interrogés sont partagés. Je trouve que c'est anormal. Mais on devait suivre les fautifs, les sanctionner. Chaque fois qu'il y a préjudice, le droit veut que justice soit faite. Juridiquement, comme vous dites, je pense que c'est un dossier qui doit être classé sans suite. D'après, comme nous l'avons tous vécu, le dossier a duré pendant 10 ans, ça n'a abouti à rien et ça compte de faire souffrir les familles. Si peut-être les autorités peuvent amener une chose très claire à propos de ça, ils n'ont qu'à le faire, quoi, par exemple. Supposons des gens qui ont là-bas des parents, et ainsi de suite. D'autres pensent que les Occidentaux n'auraient pas classé le dossier sans suite si la catastrophe s'était produite chez eux. Ça ne serait pas classé sans suite. Tout récemment, il y a un accident, un directeur général mort. Et ils ont eu à sanctionner les fautifs. Ce cas-là, donc, si c'était là-bas, par exemple, en France, donc, je dirais que donc, les choses vont être claires. La justice, c'est la justice souvent des plus forts. C'est la justice des plus forts. Et surtout que les relations internationales sont des rapports de force. Donc, vous voyez ce que ça fait. Chaque pays a sa constitution, ses lois et règlements. Et nos valeurs, nous aussi, on prend beaucoup de nos valeurs et de nos cultures. Donc, ça aurait été un autre pays, aussi ils vont agir par rapport à leur constitution, leurs droits et règlements. Presque 2000 morts, dont 18 Français, dans le naufrage du bateau le Diola. Une longue procédure judiciaire, au final un non-lieu. Pour beaucoup, c'est refuser de situer les responsabilités. Et passons à présent au procès le plus médiatisé de l'histoire de la justice sénégalaise. Le témoin Cheikh Ndiaye éclabousse Karim Wade dans le dossier concernant AN Media, Aïdara Ndiaye Media. Selon l'administrateur provisoire de la société, l'ancien ministre des Infrastructures est le seul actionnaire du groupe avec un capital de 10 millions, en plus d'en être le principal répartisseur d'actions. Adiatala. Un autre témoin qui enfonce Karim Wade, Cheikh Tidiane Ndiaye, administrateur provisoire d'AN Media, en répondant aux questions de la Cour et du parquet, a déclaré que c'est Karim Wade qui a remis un capital de 10 millions à Maître Patricia Lek Diop et procédé à la répartition des actions, en lui octroyant 50% et à Vieux Aïdara 50%. Le 8e témoin dans l'affaire Karim Wade va plus loin, en martelant que c'est l'ancien ministre des Infrastructures qui a acheté le matériel d'une valeur de 440 millions et une régie à 50 millions, en plus de donner des instructions à Bakar Dia, ministre de la Communication d'alors, pour donner à Canal Info un signal. Cheikh Tidiane Ndiaye de renchérir que c'est toujours Karim Wade qui l'a nommé directeur général et fait de Vieux Aïdara le président du conseil d'administration de Canal Info. C'était au mois d'octobre 2006. Et le même Karim Wade revient à la charge pour lui demander de démissionner de son poste 4 mois plus tard. Ce qu'il a accepté à cause des menaces de retrait du signal.
Cheikh Tidiane Ndiaye ajoute en outre que pour l'achat de la régie, c'est Pape Diop, trésorier du PDS à l'époque, et qui lui a remis les 50 millions sur recommandation de Karim Wade. Mansour Gaye, un nom qui est souvent revenu dans les réponses de Cheikh Tidiane Ndiaye. Selon ce dernier, c'est Mansour Gaye qui gérait la comptabilité et toutes les dépenses effectuées pour le démarrage de Canal Info, et sur instruction toujours de Karim Wade, à qui il rendait compte directement. Cheikh Tidiane Ndiaye a, au cours de son interrogatoire, confirmé toutes ces déclarations faites devant la commission d'instruction et la commission d'enquête de la gendarmerie, en plus d'infirmer toutes celles faites par Vieux Aïdara. Cheikh Tidiane Ndiaye repasse ce jeudi à la barre. Le vol d'électricité, un délit qui cause chaque année 9% de pertes sur le chiffre d'affaires de la Sénélec, soit environ 27 milliards de francs CFA. Des factures qui, paradoxalement, sont souvent constatées dans les quartiers UP et chez les industriels. Et pour ceux qui s'adonnent à cette pratique, les factures de Sénélec sont trop chères et les coupures d'électricité trop fréquentes. Fatima Taba, Tierno Laurent Mendy et Diafaraba. Moustapha Cissé-Lo l'avait dit ce lundi à l'Assemblée nationale. La Sénélec vient le confirmer. La fraude sur l'électricité existe et elle est plus ressentie dans les quartiers UP et industries, selon le chargé de la communication de l'institution. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fraude dans les quartiers UP, habités par des gens qui sont nantis. Et cette fraude a des conséquences énormes, parce que ces gens non seulement fraudent, mais ils ont des moyens de mettre des appareils très consommateurs d'énergie dans cette fraude. Maintenant, il s'agit des industriels. Lorsque nous avons éliminé la possibilité de fraude, les consommations de ces industriels ont varié de 22% à 545%. Les riches ou propriétaires d'entreprises rencontrées refusent de se prononcer devant nos caméras. Non, les factures, Mais ils ne sont pas d'accord avec la Sénélec. Ils jugent même les factures trop chères. Regardez, 420 000. Et il y a 2 mois, j'ai eu 578 000. Et c'est toujours la même consommation. Mieux encore, ils exhortent la Sénélec à définitivement régler le problème des coupures d'électricité. La société, elle, a pris des dispositions. Voler de l'électricité ne sera plus chose facile. Pour les industriels, de nouveaux compteurs et un système de relève qui nous permet de les surveiller à distance à travers le réseau Internet, de savoir exactement ce qui se passe chez eux, ce qu'on appelle la télérelève. Nous avons introduit des compteurs intelligents pour les grands consommateurs, comme ils disent les gens nantis. Nous saurons de notre bureau qu'est-ce qui est en train d'être fait sur ces compteurs. 27 de francs CFA, c'est la somme que perd chaque année la Sénélec à cause de la fraude sur l'électricité, une somme qui pourrait permettre à 150 000 ménages de bénéficier du produit. Les 51 milliards de francs CFA dépensés pour la construction du comité scientifique préparatoire, une somme nullement gaspillée selon El Hadj Hamidou Kassé, président du centre. Selon ce dernier, il s'agit de contribuer au développement de l'économie sénégalaise. Il s'est également exprimé sur le fait d'imposer la pratique de la langue française dans un contexte de mondialisation. Aïssatou Païfal, Mohamed Dian. Le comité scientifique préparatoire de la francophonie est l'occasion d'aborder certains défis qui interpellent cette institution. El Hadj Hamidou Kassé de préciser le futur président de cette organisation. Le résultat principal de cette rencontre a été de profiler la présidence du Sénégal parce qu'à partir du sommet de novembre 2014, le président Macky Sall va être le président de la francophonie jusqu'en 2016. Et donc le forum nous a permis de réfléchir ce que devrait être la présidence sénégalaise, les faits marquants qui devraient un tout petit peu structurer cette présidence-là. Dans un contexte de globalisation, il est impératif d'imposer la langue française, selon le président du comité. Une sorte de domination d'une langue, d'une culture, d'une norme, il est important de réaffirmer la question de la diversité culturelle, mais surtout de réaffirmer le droit de chaque peuple à vivre sa culture, et cela sans entrave. La somme dépensée pour la construction du centre ne doit pas faire l'objet de débats, pense Hamidou Kassé.
il positionne désormais le Sénégal dans ce qu'on appelle l'industrie mondiale des conférences. L'industrie mondiale des conférences, ou le marché mondial des conférences, draine des centaines ou voire des milliers de milliards de dollars chaque année. Et évidemment, des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme le Maroc, en bénéficient. Il était important, et je pense qu'il faut plutôt en féliciter le président Macky Sall, de lancer ce centre-là et de le construire en un temps record. Tout n'est qu'un élément dans l'émergence d'un nouveau pôle urbain. Parce qu'autour de Diamniadio, qui devient un nouveau pôle de prospérité, vous aurez des infrastructures économiques. Un mois avant l'ouverture du sommet, plusieurs colloques sont prévus, dont un colloque international sur les femmes. Rapport Doing Business 2015, le Sénégal parmi les grands réformateurs de la zone UEMOA, et sur le plan mondial, c'est 17 places de gagné pour notre pays qui passe de la 178e à la 161e place. Des résultats obtenus grâce au plan Sénégal émergent selon le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne. Je propose de l'écouter, il est au micro de Fatou Bintou Conté. Ce dont il s'agissait, c'était de participer donc avec d'autres responsables de la sous-région, de l'UEMOA, à des échanges avec la banque pour célébrer, comme nous avons dit, comme la banque a dit, les performances de 4 des 8 membres, États membres de l'Union en matière d'accélération des réformes, et notamment les réformes relatives à l'environnement des affaires dans notre zone. En effet, sur les 5 plus grands réformateurs du monde, figurent 4 pays de l'UEMOA. C'est important. C'est le Bénin, c'est le Togo, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Et pour notre part, nous devons ces résultats aux efforts nés de l'engagement du président de la République à travers le plan Sénégal émergent. La formalisation des entreprises familiales au menu de la 2e journée du forum annuel d'Afreximbank, une formalisation qui s'impose pour accéder au financement des institutions financières, compte rendu Fatou Bintou Conté et Massaya Ndiaye. Les entreprises familiales en Afrique ont toujours vécu dans l'informel. Le plus souvent, c'est le père de famille qui décide de tout. Une donne qui peut bel et bien changer. Vous savez qu'il y a encore quelque temps, c'était un tabou pour les entreprises familiales africaines de mettre à la lumière le patrimoine familial et donc en tout cas la richesse de la famille. Tout simplement parce que tout venait du papa et que les enfants donc, qui constituent plus ou moins le conseil d'administration familial n'avaient pas la voix au chapitre. Car pour avoir accès au financement et prétendre bénéficier de prêts dans les institutions financières telles que les banques, il urge actuellement de penser à une formalisation de ces entreprises gérées par des familles. Pour accéder au marché financier international, pour faire partie en tout cas du train de la mondialisation, il faut exister. Et cette existence ne peut se faire qu'à travers la formalisation. Exister en tant qu'entreprise, être enregistré, avoir des états comptables, avoir des bilans, etc. C'est pourquoi M. Ibrahim VI conseille à ces familles qui gèrent des entreprises de se formaliser pour être en règle. Vous ne pouvez pas avoir accès au crédit si on ne vous connaît pas. Pour faire un KYC, Know Your Customer, il faut un président de conseil, il faut un directeur général, il faut une direction financière, il faut un directeur technique, il faut un conseil d'administration qui décide, mais qui ne dépend pas que d'une seule personne. Conseil de se formaliser, parce que c'est bien de gérer une entreprise à la maison, mais c'est encore mieux s'il est connu et il est géré par une entité connue et reconnue qui puisse lui permettre d'aller sur le marché financier international. Les entreprises familiales sont de plus en plus nombreuses en Afrique et la formalisation peut être une force vive pour l'économie.
Parlons santé à présent. L'hôpital général de Grand-Yoff forme 140 de ses agents au métier de l'accueil. Le but est d'améliorer la qualité de service au sein de la structure sanitaire. Une formation qui survient suite aux nombreuses complaintes des clients. L'une des premières mesures, la mise en place d'un bureau des usagers pour recueillir leurs doléances. Et je vous propose d'écouter Moussa Sambedaf, directeur hôpital général de Grand-Yoff. Il est au micro de Modou Gueye et Youssou Barou. Les gens se penchent dans la presse parce qu'ils n'ont pas de réceptacle, ils n'ont pas où aller se plaindre, ils n'ont pas d'interlocuteur. Et c'est la raison pour laquelle Madame le ministre de la Santé a enjoint l'ensemble des responsables d'établissements publics de mettre en place un bureau des usagers pour au moins recueillir les plaintes déjà des patients s'il y en a, ou à défaut leur expliquer en quoi ils sont responsables et situer les responsabilités, au besoin régler les problèmes, gérer les conflits entre effectivement les usagers et le personnel. On a évoqué la dimension architecturale. Comment est-ce qu'aujourd'hui les handicapés peuvent accéder facilement dans les services? Ça concerne la dimension architecturale, la dimension humaine et humanitaire de l'accueil. Comment un patient est accueilli, comment on lui parle dans sa douleur, comment en fait on lui donne l'information, comment on l'oriente. Donc il y a plusieurs dimensions de l'accueil que nous faisons le devoir de passer en revue, ressortir un peu nos faiblesses. Parce que tant qu'on ne met pas le doigt sur nos faiblesses, quand on n'ose pas dire voilà, c'est là où ça fait mal, nous n'apporterons jamais des solutions. Et nous parlons de l'opération Ubitaï Djangetay dans le département de Louga, une opération qui a obtenu des résultats mitigés selon les membres de la COSIDEP. Abris provisoires, manque de volonté de la part de certains enseignants, dégâts causés par l'hivernage pour les responsables de l'organisation. Nombreuses sont les causes de cette rentrée des classes tardives. Tchernofal a assisté à la conférence de la coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique. Suivons son reportage. L'opération Ubitaï Djangetay initiée par la COSIDEV a été évaluée à Louga où des résultats satisfaisants ont été enregistrés au niveau de la commune. Par contre, au niveau du département, des manquements ont été constatés. Jusqu'à présent, il y a quelque part où les cours n'ont pas encore démarré. Je l'ai dit dans mon propos parce que dans certaines zones, c'est les problèmes des abris provisoires parce que la période ne s'y est pas vraiment à la mise en place des abris provisoires parce qu'il n'y a pas de paille. Parce que l'hivernage n'est pas encore tout à fait terminé. Maintenant, il y a d'autres qui sont liés à la volonté, à la mauvaise volonté de certains enseignants qui sont partis le jour de l'ouverture, qui sont restés quelques jours ensuite, qui sont retournés pour dire qu'ils vont commencer le cours après la fin du mois d'octobre. Selon les responsables de l'antenne locale de la COSIDEP, l'objectif fixé n'était pas de réussir l'opération à 100% dès cette première année, car ils savent que c'est un long processus qui doit s'inscrire dans la durée. C'est un processus. Il faudrait vraiment améliorer la communication au niveau de l'ensemble des acteurs pour que chacun fasse ce qu'il a à faire pour que l'opération Ubitaï soit une réussite et une réalité. L'évaluation a été faite lors d'une conférence tenue à Louga. Elle était également une occasion pour les participants d'échanger sur d'autres points comme le paquet, mais surtout l'éducation inclusive. Ici au niveau de Louga, on peut dire qu'on est très en avance sur cette question de l'éducation inclusive parce que les autorités académiques en ont fait leur affaire depuis le début. Donc, des actions sont menées avec les associations, avec les partenaires, avec la société civile. À tout moment, des campagnes sont menées pour que les mamans, surtout, aient le courage de sortir leurs enfants qui vivent avec des handicaps pour les intégrer dans les écoles. Cette rencontre initiée par la COSIDEP a réuni des partenaires de l'école, les institutions, la société civile et les parents d'élèves. Parlons de toute autre chose à présent. Le savon ordinaire ou savon de Marseille, il reste le plus utilisé dans les ménages, que ce soit pour laver son linge ou faire sa toilette. Pour les teinturiers, son usage peut être néfaste à long terme sur certains types d'habits. Par contre, pour ce qui est de l'usage corporel, le dermatologue Ibrahim Ndiaye ne voit aucun risque à l'utiliser quotidiennement. Aïssatou Païfal. Différents usages. On l'utilise pour le linge ou pour les soins du corps, mais connaissons-nous vraiment les diverses formes de savon qui existent? Ibrahim Ndiaye en cite quelques-uns. Au niveau du savon, il y a 4 situations qu'il faut comprendre. D'abord, le savon naturel, traditionnel. On peut avoir le savon sur gras qui a été enrichi par d'autres substances, notamment beurre de qualité ou huile d'olive, etc.
On peut avoir aussi le savon liquide qu'il faut distinguer du gel de douche, de la crème lavande. Et il y a ce qu'on appelle le pain sur gras, qui est beaucoup utilisé par les dermatologues. Il est teinturier et même s'il utilise les poudres détergentes pour le linge, l'utilisation abusive du savon fait parfois des dégâts selon lui. Moi j'utilise les poudres détergentes. J'en connais des teinturiers qui utilisaient le savon et ils ont des problèmes de peau et leurs ongles se rongent petit à petit. Le savon est préparé avec de la soupe. C'est très mal fait, chacun se lève et fait du savon. C'est pourquoi il y a des problèmes. Les vertus du savon ordinaire sont nombreuses selon le dermatologue. Une utilisation non appropriée peut avoir des conséquences sur la santé. Le savon ordinaire en tant que tel ne donne pas trop d'effets secondaires. L'exemple que vous donnez peut-être ce sont les produits de teinture qu'il a utilisés qui ont donné peut-être des effets secondaires sur sa peau. Mais les produits naturels ordinaires ne donnent pas trop d'effets secondaires. Destinés au nettoyage et à la propreté, les marques de savon sont multiples, d'où la nécessité de bien les choisir. Et comme tous les mercredis, le dossier politique s'intéresse à la tension notée au sein des jeunes de l'APR à cause du renouvellement du bureau de la COJER. La présidence de la Convention des jeunes républicains aiguise des appétits jusqu'à provoquer des divisions chez certains responsables de jeunes. La cause, l'immixtion des adultes et les privilèges, c'est l'explication donnée pour certains analystes politiques. C'est le dossier du jour. Il est signé Chérif Dia et Tierno Laurent Mendy. Depuis l'annonce du départ de Abdou Mbow à la tête de la convergence des jeunes républicains, une tension est née entre jeunes de l'APR pour diriger cette structure avant même le renouvellement. Ces deux analystes expliquent pourquoi ces structures de jeunes suscitent autant de convoitises. Je pense que le problème qui se pose à ces jeunes, c'est que très vite, ils ont été gagnés par l'esprit des adultes, c'est-à-dire un positionnement, une envie d'occuper des fonctions ou des postes qui vous permettent d'avoir des gains qui peuvent être des gains financiers. Et surtout, pouvoir occuper plus tard des positions qui vont être de positions d'avantage. Alors qu'en principe, ils font leur apprentissage de la politique. Aujourd'hui, le cas pour l'APR, Abdou Mbow, il y a le camp Thérèse Diouf, et puis il y a aujourd'hui cette bataille de succession autour de l'APR. Mais ce qui paraît un peu étonnant, c'est que justement la question de fond, c'est non pas seulement la formation des jeunes de parti, mais plutôt la démocratie interne. Et cela n'engage pas seulement les jeunes de parti, mais c'est surtout le parti dans le cadre général. Quand le président dit par exemple, c'est moi qui vais choisir le successeur d'Abdou Mbow, ça pose problème. À l'image des anciens partis au pouvoir, l'APR n'a pas dérogé à la règle. Car ici, des adultes s'immiscent dans le combat, non pas pour diriger la structure, mais en parrainant des jeunes. Ça c'est la question du parrainage politique. On dit toujours en politique, il faut une flamme pour quelqu'un, pour exploser en politique si vous voulez. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière, qui parraine. À l'époque, si on revient un peu à l'histoire, Madiop Biteye par exemple, c'était Mourdiane Fada, c'est clair que c'était son poulain. Au Parti Socialiste, il y a eu les cas Barthélémy Diaz, poulain de Tanordien. Pour peu que les adultes essaient de porter sur eux des jeunes et qu'ils déteignent sur ces jeunes-là leur comportement et leur attitude, on finit par dire qu'effectivement les adultes peuvent être derrière, mais ils les utilisent uniquement comme des instruments, ce qui n'est jamais bon pour le parti d'ailleurs. Ces structures de jeunes sont également subventionnées, du coup cette manne financière est source de division. Sans doute on l'a connu déjà à l'université, quand dans les structures estudiantines, les mouvements politiques si vous voulez, que ce soit le MEL, le MES, aujourd'hui peut-être le maire, c'est-à-dire le mouvement des élèves étudiants républicains, il y a de fortes sommes d'argent certainement qui ont politisé un peu l'université et de ce fait les étudiants en profitent et chacun veut diriger le mouvement. Les jeunes oublient que la fonction politique doit être une fonction de conviction et pas une fonction où on est à la recherche d'un gain. Si maintenant ils sont au niveau du gain, ça finit par poser un problème qui fait que ces jeunes deviennent comme les adultes qui sont dans certaines instances où il y a des clivages, où il y a des clans, où il y a des positionnements qui sont des positionnements politiques. Beaucoup de difficultés notées dans le renouvellement des structures de jeunes au sein des partis politiques. À l'APR, le chef du parti Macky Sall semble finalement contrôler la situation en portant son choix sur un candidat pour succéder à Abdou Mbow.
Bienvenue dans la page des sports, une page des sports que nous ouvrons avec du football. Le calendrier de la saison 2014-2015 de Ligue 1 de football a été rendu public ce mercredi au siège de la Fédération sénégalaise de foot. La Ligue 1 qui démarre le 22 novembre sera marquée par les derbys Niary Tally Jaraaf, Stade de Mbour, Jambar. Le reste du calendrier de la première journée s'établit comme suit: Port, US Ouakam, AS Douane, Mbour, Petite Côte, Guédiawaye FC, Linguère, AS Pikine, Olympique de Ngor et Sunéor, Casa Sport. Et voilà, du foot, nous passons au karaté. Exactement, les athlètes expatriés ne vont pas participer à la 20e édition des championnats du monde de la discipline qui auront lieu à Brême, en Allemagne, du 5 au 9 novembre prochain. Ainsi, l'athlète la plus titrée du Sénégal, par ailleurs vainqueur de l'Open de Paris en karaté, se dit choqué par cette décision prise par l'instance dirigeante du karaté national. Écoutons Maguette Sec. Elle est au téléphone avec Chertidiane Dion. Je veux dire, mon sélection, c'est vous qui venez de me le dire, c'est vous qui mettez au courant de France. De ça, moi, je n'ai pas eu de président, ni de directeur, ni personne membre de la fédération. En fait, depuis que je suis entrée en France, depuis les championnats d'Afrique, je n'ai pas eu de nouvelles. Je n'ai rien reçu. Donc, dès que je suis arrivée moi en France, j'ai continué à faire mes entraînements. J'ai continué à me préparer avec mon coach Fodemel, dans le cours de sauvegarde, parce qu'il y a un athlète qui va faire les championnats du monde, aussi avec l'équipe de France. Donc, là, forcément, la préparation est bonne. On est dans une très bonne préparation. On est en train de se préparer. Mais en réalité, on ne sait pas avec le Sénégal. On ne sait rien. Personne ne nous a contacté pour nous dire « Ah, il y a les championnats du monde », alors que la compétition, c'est dans 5 jours. Et la capitaine de l'équipe nationale du Sénégal ne sait même pas si elle doit combattre ou pas. Et voilà qui met un terme à cette page du sport, puis aussi à ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et puis comme tous les mercredis, vous retrouverez Papa Ndiaye dans son émission Faram Fatché. Ce soir, il reçoit la députée libérale Aïda Mbodj. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur TFM. À demain. Au revoir.